Bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les boîtes aux lettres sur Exchange 2010. Petit rappel, encore une fois, avant chaque vidéo, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont suivi la formation en présentiel avec moi sur Exchange 2010. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, je vais juste aller à l'essentiel. Alors, les boîtes aux lettres se configurent dans le nœud, sous le nœud configuration du destinataire, boîte aux lettres. C'est ici qu'on va retrouver les boîtes aux lettres des utilisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir en fait sur Exchange, c'est qu'une boîte aux lettres est forcément liée à un compte Active Directory. L'administrateur ici, la boîte aux lettres administrateur qui est créée par défaut, elle est évidemment liée au compte administrateur de l'entreprise. La boîte aux lettres ici de détection, pardon, donc qui est la Discovery Search Mailbox qui permet de stocker toutes les recherches faites depuis l'ECP, est liée elle aussi à un compte Active Directory qui lui est un compte désactivé. Alors je ne vais pas le trouver ici. Je vais le trouver là, voilà, Discovery Mailbox avec la petite flèche qu'on voit juste en bas qui nous indique que le compte est désactivé. Voilà, donc forcément un compte Active Directory est rattaché à une boîte mail. Alors il faut savoir sur Exchange, je vais lancer un notepad pour vous l'écrire. Il y a cette sorte de destinataire, enfin cette sorte de type de boîte mail, de boîte aux lettres. Alors si vous recherchez sur le TechNet, vous allez voir qu'il y en a plus. Moi je vais vous parler surtout des 7 principales boîtes mail qui existent. Oui, principale, hein, je ne me suis pas trompé. Alors il y a tout d'abord la boîte aux lettres utilisateur. Voilà, là, oups là, pardon. Voilà, donc la boîte aux lettres utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est un compte Active Directory rattaché à une boîte mail. Ou l'inverse, une boîte mail rattachée à un compte Active Directory. Donc ça, c'est le cas le plus classique que nous allons voir. Ensuite, on a des contacts à extension de messagerie. Alors, qu'est-ce que c'est les contacts à extension de messagerie? Je vais prendre un exemple. Vous avez un fournisseur, votre fournisseur de papier par exemple dans l'entreprise qui peut être contacté par n'importe qui, le service commercial, le service technique, le service de la direction pour le contacter et commander du papier. Et bien ce contact en fait va pouvoir être ajouté dans la liste d'adresses globales, c'est-à-dire la liste qui regroupe l'ensemble des boîtes mail de l'entreprise. Donc le contact va apparaître à l'intérieur. Toutefois, quand on enverra un mail à ce contact, il n'y a pas de boîte qui est rattachée sur le serveur Exchange. C'est simplement un routage de mail qui est fait vers l'extérieur. Donc en général, si votre adresse a une adresse de messagerie du type toto@masociété.com et que votre contact à extension de messagerie, votre fournisseur de papier, lui, a une adresse du genre papier@papeterie.fr, et bien vous allez ajouter ce contact papier@papeterie.fr dans votre liste d'adresses globale. Tous les mails qui lui seront envoyés seront reroutés vers cette adresse papier@papeterie.fr. Donc vous ne stockez rien sur votre serveur. À côté de ça, il y a les utilisateurs à extension de messagerie. Donc ça, c'est à peu près la même chose que ce que je viens d'expliquer, si ce n'est qu'en fait, il y a un utilisateur Active Directory qui peut ouvrir une session chez vous, sur votre réseau. Il peut accéder à certains partages, à certaines ressources de votre réseau. Toutefois, sa boîte mail à lui est redirigée également vers l'extérieur. Le parfait exemple, c'est le prestataire de services informatiques. Le prestataire, il vient chez vous pour développer un logiciel ou pour faire du suivi de projet, peu importe. Donc il a un compte Active Directory chez vous pour pouvoir ouvrir une session sur votre AD. Et à ce compte, on rattache une adresse de messagerie, ce qui fait que, par exemple, votre prestataire, c'est jean-louis@ss2i.fr. Et bien en fait, tous les mails seront redirigés vers jean-louis@ss2i.fr quand on lui écrira. Il apparaîtra bien dans la liste d'adresses globales, mais rien ne sera stocké sur votre serveur, tout sera rerouté. Donc c'est la même chose que le contact à extension de messagerie, si ce n'est que là, l'utilisateur peut ouvrir une session sur votre réseau. Voilà, ensuite vous avez les boîtes aux lettres de ressources et de salles.
Alors c'est quoi? C'est des boîtes aux lettres en fait qui sont destinées aux ressources, donc comme un vidéoprojecteur, une voiture d'entreprise, un micro, peu importe, des choses qui se partagent, et des boîtes de salle de réunion, donc une boîte aux lettres de salle de réunion qui va vous permettre en fait de faire des réservations. Alors la boîte aux lettres de salle va faire des réservations pour faire vos réunions, vous allez pouvoir réserver une salle. La boîte aux lettres de ressources, vous allez pouvoir réserver un vidéoproche, etc. Ensuite, vous avez la boîte aux lettres liée. Alors ça, c'est quand, par exemple, vous avez une société qui en rachète une autre et que vous avez donc deux domaines qui sont différents. Vous établissez une relation d'approbation entre ces deux domaines et vous allez autoriser donc un compte Active Directory d'un domaine qui ne fait pas partie de votre forêt, donc qui est une relation d'approbation avec votre AD à vous. Et les utilisateurs de cet AD vont pouvoir être liés à une boîte aux lettres de votre système de messagerie et de votre AD. Donc en fait, on va lier en fait une boîte mail à un compte Active Directory qui ne fait pas partie de votre forêt. Voilà, c'est une boîte aux lettres. Oh pardon, j'ai oublié de mettre lié. Voilà. Ensuite, vous avez les groupes de distribution. Alors les groupes de distribution, c'est un groupe dans lequel il y a plusieurs destinataires, donc plusieurs boîtes mail, et quand on envoie un message à ce groupe de distribution, tout le monde se voit remettre le message. Voilà, donc ça c'est très simple. Simplement, le groupe de distribution s'alimente, on constitue le groupe manuellement, c'est-à-dire qu'on va ajouter les membres de ce groupe manuellement. Alors il y a des groupes de distribution qui ne sont dédiés qu'à ça, et puis vous avez des groupes de sécurité à extension de messagerie avec lesquels vous pouvez donc définir des droits d'accès à certains répertoires, à certains partages, et en plus vous pouvez en faire un groupe de distribution de messages. Et enfin vous avez les groupes dynamiques. Alors ça c'est intéressant, c'est par exemple si vous avez je prends toujours l'exemple des stagiaires, quand vous avez une société dans laquelle il y a beaucoup de stagiaires qui vont et viennent, et bien en fait vous allez mettre dans l'attribut Active Directory, alors je vais vous montrer l'attribut, par exemple je vais prendre un utilisateur ici, Bruce Willis par exemple, ici l'organisation, ici service, vous pouvez remplir par exemple ici stagiaire. Et dans votre groupe dynamique, vous allez dire que les membres de ce groupe de distribution sont ceux qui ont le service égal à stagiaire. Donc en fait c'est un groupe qui va se calculer à chaque fois qu'on fait appel à lui, il va appliquer le filtre sur l'Active Directory, ressortir tous les utilisateurs qui font partie du service stagiaire, et il va constituer le groupe de manière dynamique. Voilà, donc c'est-à-dire que là il s'alimente dynamiquement, vous n'avez pas besoin d'intervenir manuellement pour constituer le groupe. Donc voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va aller créer donc on va aller créer nos utilisateurs. Donc là vous voyez que je n'ai pas de boîte mail, et alors que dans mon Active Directory vous avez vu tout à l'heure que j'avais des utilisateurs, voilà, Brad Pitt, Bruce Willis, George Clooney. Alors je vais aller créer, donc je vais faire ici une nouvelle boîte aux lettres. J'aurais pu faire un clic droit. Donc la boîte aux lettres utilisateur, hein, vous savez ce que c'est maintenant. C'est un utilisateur existant. Je vais les chercher. Alors soit j'en prends un, soit je prends tout le monde. Voilà, je fais suivant. Je vais l'alias, donc il va être spécifié automatiquement. Je vais dire dans quelle base de données je vais les mettre. Donc là je vais les mettre dans direction. Je vais rien mettre en stratégie. Hop, nouveau. Et c'est parti, la création s'effectue, une petite actualisation et on voit mes boîtes s'afficher ici. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que j'ajoute une colonne. Vous pouvez le faire en faisant affichage, ajouter, supprimer des colonnes, et vous ajoutez ici base de données. Là. Donc qui se trouve ici normalement, mais vous faites ajouter pour la passer dans la colonne ici. Là vous voyez donc du coup où sont mes utilisateurs, dans quelle base de données mes utilisateurs sont stockés. Enfin, les boîtes mail, pardon, sont stockées. Donc voilà, là on a tout simplement créé des boîtes aux lettres. Donc on va pouvoir ensuite tester le fonctionnement en allant donc dans Internet Explorer. Je me connecte sur le site https le nom de domaine /OWA pour Outlook Web App, poursuivre quand même parce que là j'ai un certificat auto-signé. Voilà, et puis bon, le temps qui se connecte,
Voilà. Je vais me connecter en brousse. Se connecter. Vu que c'est une première fois que je me connecte, il va me demander la langue et le fuseau horaire. Je valide par OK parce que ce qui est défini par défaut est très bien. Et donc je vais accéder ici à mon environnement, mon Outlook Web App, avec ma boîte de réception, etc. Donc tout fonctionne. Hop, voilà. Je vais aller créer ensuite mes contacts de messagerie. Donc je vais ici aller faire un nouveau contact de messagerie. Donc là je vais reprendre mon exemple que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller dire non, ça je vais laisser. Je vais aller dire que c'est Jean Papier. Voilà, et l'adresse de messagerie externe, c'est jpapier@papeterie. J'ai un doute sur l'orthographe, vous m'excuserez. Voilà, nouveau, et voilà. Donc là, j'ai mon utilisateur. Alors on peut vérifier tout de suite que ça marche. Si je vais faire un nouveau message, j'espère qu'il aura les éléments. Je suis un peu rapide là, mais oui, il est bien là. Donc vous voyez, hein, dès que j'envoie un message, il sera redirigé en fait sur jpapier@papeterie.fr. Donc ça marche. Je vais créer ensuite, hop, je retourne sur la console, je vais créer ensuite un nouvel utilisateur extension messagerie, nouvel utilisateur. Donc là, je reprends mon exemple de SS2I. Donc là, ça va être Pierre SS2I. Alors, il peut ouvrir, pardon, c'est P. SS2I. Voilà, il peut ouvrir une session sur votre domaine en utilisant PSS2I. Voilà. Et son adresse de messagerie, ce sera pierress2i@ss2i.fr. Voilà, donc il va pouvoir ouvrir une session sur votre Active Directory et en plus, il sera présent dans la liste d'adresses globale et les messages seront routés vers son adresse email à lui, donc c'est-à-dire à l'extérieur de votre serveur de messagerie. Voilà, ensuite je vais vous créer un groupe de distribution. Alors vous avez vu que là j'ai un groupe déjà qui existe. Donc c'est un groupe de sécurité global. Ça c'est des choses que vous savez faire, qui vous permettent, donc groupe de sécurité global, qui vous permettent de gérer les accès à des répertoires. Donc là je vais créer un nouveau groupe. Je vais faire un groupe existant, je vais faire parcourir, vous constaterez qu'il ne le trouve pas, tout simplement parce que ça n'est pas un groupe universel. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut définir, je vais en recréer un nouveau, que je vais appeler groupe, voilà. Je vais l'appeler direction également, mais je vais l'appeler GU pour groupe universel. Alors, groupe de sécurité universel par exemple, voilà. Et là, si je fais nouveau groupe de distribution, groupe existant, je vais retrouver ici direction GU. Voilà, donc hop, je le définis, je vais l'appeler direction. Voilà. Voilà, donc c'est un groupe de sécurité universel, hein, donc c'est-à-dire que là vous allez forcément avoir des soucis pour ajouter vos membres directement ici. Donc c'est pour ça que moi je les ajoute directement depuis l'Active Directory, comme je le fais là. Et si je double-clique là et que je vais voir les membres, je vais voir Brad Pitt. Parce qu'il y a de grandes chances que si vous passez par là, vous ayez une erreur. Voilà, vous ne disposez pas des autorisations suffisantes. Donc c'est normal puisque c'est un groupe de sécurité, donc il s'ajoute depuis l'Active Directory. On va créer un groupe de distribution nouveau ici. On va laisser à nouveau. Voilà, vous allez voir qu'il va me... Voilà, donc on va laisser groupe de distribution. Je vais le mettre dans mon OU. Je vais le mettre directement dans mon site. Voilà, je vais l'appeler commercial. Hop. Voilà, hop, terminé. Donc là j'ai un groupe de distribution. Vous voyez que la tête n'est pas tout à fait la même. Ici c'est un groupe de distribution cette fois et non pas de sécurité. On peut aller voir les propriétés qui sont à l'intérieur. Information sur le groupe. Donc là c'est géré par l'administrateur. Les membres du groupe, si je veux ajouter Brad Pitt cette fois, ça ne me pose pas de problème.
approbation d'appartenance, donc il est fermé et ouvert ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça j'en ai déjà parlé. Et voilà. Et enfin, je vais faire un groupe de distribution dynamique. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je peux éventuellement spécifier une OU. Donc, je vais laisser aussi Nancy. Voilà, je vais faire un... j'ai mis direction, oui j'avais mis direction, je vais faire allez, acteur. Hop. Donc mon groupe s'appelle acteur, ça va concerner tous les types de destinataires et je veux que ce groupe dynamique il se construise sur le filtre, sur le fait que mes utilisateurs font partie du service acteur. Voilà. Ajouter, ok. Je peux avoir un aperçu ici de qui ça touche. Ça touche effectivement personne parce que je n'ai personne dans mon Active Directory qui fait partie du service acteur. Je fais corriger ça, je vais aller sur Brad Pitt. Je vais aller dans organisation ici, service, et je vais lui mettre ici acteur. Je valide et je vais mettre également George Clooney. Hop. Je vais laisser Bruce Willis. Je vais pas le mettre dans le groupe acteur, je sais c'est honteux, mais bon. Hop, c'est juste pour le test. Voilà, maintenant on fait aperçu, on voit tout de suite mes deux utilisateurs que j'ai ajoutés à ce service. Voilà, je fais terminer. Et ce qui est intéressant avec ce groupe de distribution dynamique, c'est que à chaque fois qu'on fera appel à lui, donc quand ici je vais vouloir envoyer un message à ce groupe de distribution, hop, acteur qui est là, eh bien il va envoyer ce message aux deux utilisateurs, mais si plus tard je décide d'aller ajouter mon utilisateur Bruce Willis dans acteur, dans le service acteur, eh bien, le groupe de distribution va reconstruire les membres de manière totalement automatique. Il n'y a absolument aucun ajout à faire manuel dans le groupe de distribution. Voilà pour les groupes de distribution. J'ai fait le tour. Alors maintenant, je vais simplement vous montrer deux petites choses concernant les destinataires. C'est au niveau des boîtes aux lettres. Alors là, vous voyez que au niveau de mes boîtes aux lettres, j'ai tout mis dans direction. Alors, je vais vous créer une nouvelle base que je vais appeler acteur. Voilà, je la mets sur le serveur DC1. Je vais aller mettre ça dans BDD, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, je suis en train de créer une nouvelle boîte aux lettres. Une nouvelle base de données, pardon. Une nouvelle base de données de boîte aux lettres. Voilà. Hop, donc elle est créée. Maintenant, je veux déplacer mes utilisateurs ici vers la nouvelle base de données que je viens de créer. Donc là, je prends Brad Pitt, je sélectionne la base de données vers laquelle je veux le mettre, donc je le mets dans acteur, je fais suivant. Bon, là, il me dit s'il y a des messages endommagés, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, je vais faire ignorer. Et je lance mon déplacement de boîte aux lettres. Alors la boîte aux lettres, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur est censé pouvoir continuer de travailler dessus. Hop, voilà, on voit ici qu'il y a une petite flèche qui indique que la base de données a été déplacée. On voit ici toutes les demandes de déplacement qui ont été effectuées. Voilà, après vous avez possibilité de les enlever ensuite. Et donc on peut retourner là dans boîte aux lettres, Brad Pitt. On va voir qui fait partie maintenant. Alors ça n'a pas été réactualisé manifestement. Ah, les mises en file d'attente, pardon, d'accord. Je me demandais pourquoi. Ah, là, il est terminé. Donc là, du coup, ça devrait être bon également. Devrait faire partie d'acteur, voilà. Donc la boîte aux lettres a bien été déplacée. Ça, c'était le déplacement. Et puis, je voulais vous montrer une dernière petite chose. Là, vous voyez, je suis connecté en Bruce Willis. Je vais demander en fait à Bruce Willis d'aller ouvrir la boîte aux lettres de Brad Pitt. Ah, ils sont potes. Voilà, Brad Pitt, toc. Hop, je suis OK, voilà, vous ne disposez pas de l'autorisation nécessaire pour ouvrir la boîte, ce qui est plutôt normal. Donc ce que je vais faire, alors déjà je vais me connecter une première fois avec Brad Pitt parce que la boîte aux lettres n'a jamais été configurée. Donc hop, voilà, je me déconnecte, je retourne sur Bruce. Voilà.
Je vais donner un droit d'accès en fait, donc sur Brad Pitt. Je vais gérer l'autorisation d'accès total. Donc je vais simplement aller ici cliquer sur ajouter et je vais autoriser Bruce Willis à ouvrir la boîte mail de Brad Pitt. Voilà, c'est terminé, ça y est. On va tout de suite faire le test. Bruce Willis demande à ouvrir la boîte de Brad. J'ai du mal, voilà. Ouvrir, et là vous voyez que je suis connecté en Brad Pitt et je peux ouvrir sa boîte sans problème. Voilà, donc ça fonctionne. Hop. Voilà donc pour les droits d'accès, le déplacement et la création des différentes boîtes aux lettres qu'on peut créer sur l'Exchange 2010. C'en est fini pour cette vidéo. La vidéo suivante portera sur les listes d'adresses.